Salam la famille, Ballon, Jorof, Orange, toujours avec DJ, débrief du Game 5. Donc, comme vous le savez, Boston est champion NBA de la saison 2023-2024. Donc, félicitations aux supporters de Boston. Alors, voici, mérité ou pas mérité? Salam la famille, salam. Oui, mérité, mérité, mérité. On peut dire Boston a répondu aux attentes. On attendait Boston champion. Boston a répondu aux attentes. Boston est devenu champion. Même si le game fort pouvait laisser penser à un comeback, puisqu'il y a eu un blowout de Dallas. Donc, mais tout compte fait, Boston a remis les pendules. On a remis les pendules à l'heure et a répondu aux attentes. Bon, comme tu l'as dit, ils ont remis les pendules à l'heure. Donc, le score a été sans appel, 106-88, donc plus 28 au score. Et comme on en a parlé tout à l'heure, là, avant de faire le débrief, le match s'est arrêté en première mi-temps. Donc, première quart-temps, ils ont bien fini le premier quart-temps Boston. À un moment donné, ils étaient à 19-18 plus un Boston. Et en une minute, ils ont fait un run de 9-0. Et je pense qu'à partir de là, bon, ils se sont mis sur les rails. Et en deuxième quart-temps, ils ont mis le pied au plancher. Et je sais pas, il y a eu à peu près plus, je sais pas moi, plus 20 et quelques. Et je pense que les carottes ont été cuites. Les carottes ont été cuites en ce moment donné. Et Dallas n'est jamais revenu dans le match. Donc, comme tu l'as dit, Boston a largement mérité son titre. Parce que pendant les 5 matchs, vraiment, il n'y a pas eu de débat, quoi. On a vu que Dallas vraiment a été supérieur. À aucun moment donné, à part le Game 4, on a pu espérer qu'il y ait un petit suspense. Mais globalement, quand on regarde sur le rétroviseur, on se dit que Dallas, vraiment, n'a pas eu les moyens, les atouts, les solutions face à Boston. Maintenant, j'ai envie de te demander une question d'abord avant de revenir sur Boston. Je propose qu'on parle de Dallas un peu. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que Dallas n'a pas pu battre Boston, à ton avis? Bon, on en a peut-être déjà parlé un peu, je pense en prévision des finales. C'est-à-dire quand on faisait les previews pour les finales, à l'issue des finales de conférence. Pour moi, à mon avis, la question de l'adresse revient forcément. Parce qu'une équipe comme Boston est configurée, telle qu'elle est configurée, telle qu'elle défend, en faisant beaucoup de cover, d'aide défensive, etc. C'est difficile de les prendre à défaut et d'avoir des pénétrations faciles. Ce qui fait que pour exister contre Boston, obligatoirement, tu dois être adroit au périmètre. Sur cette finale, Dallas n'a pas été adroit au périmètre. Globalement, ils n'ont pas été adroits au périmètre. Il n'y a que Luka qui a surnagé. Et même si on prend les stats de Luka globalement, à longue distance sur ces 5 matchs, je ne pense pas qu'il soit au-delà des 40 à 48 ou 50% sur 3 points. Non. Donc tu vois. Donc, il n'y a aucun autre joueur qui soit presque à plus de 40 points par, je sais pas moi. Bon, ceux qui tirent beaucoup, pas les statistiques qu'on pensait là. Ceux qui vraiment prennent beaucoup de choses à 3 points et qui en mettent quelques. Donc, pour exister contre Boston, il faut être adroit au périmètre. Dallas n'a pas été. Et Dallas n'a pas trouvé les solutions. C'est vrai qu'on a dit un peu de Kyrie. L'impact de Kyrie, ce qu'il aurait pu changer, c'est-à-dire en tentant peut-être, en écartant le jeu, en créant des possibilités de drive pour soit provoquer des fautes, provoquer des fautes ou aller pouvoir monter au panier. Mais même ça, ils ne l'ont pas réussi. Chaque fois, soit ils se sont fait contrer, soit il y a eu une nette. Et chaque fois, ils étaient obligés de ressortir le ballon pour un joueur au périmètre qui est démarqué, et malheureusement, ils n'ont pas été très très adroits. Le seul match où ils ont à peu près été adroits, ils ont mis quelques chutes, ils ont gagné avec un blowout. C'était le match 4. Mais globalement, sur les autres matchs, ils n'ont jamais été adroits, et donc on ne peut pas exister contre Boston en n'étant pas droit au périmètre. Ok, d'accord. Moi, comme je t'ai dit, pour moi, les fans de Kyrie vont me taper dessus. Les gars, je suis désolé, mais pour moi, Kyrie, il n'a pas été
au niveau. Moi, on en a parlé avec Didier. Didier, il lui donne des circonstances atténuantes. Mais moi, je vais être un peu sévère avec lui. Pour moi, Kyrie n'a pas du tout été au niveau, au rendez-vous des finales. Je ne sais pas s'il a eu une pression contre son ancienne équipe Boston. Parce que je vais vous donner quelques stats. Hein. Les 3 matchs qu'il a joués à Boston, Kyrie tourne à 14 points, 17% à 3 points et 31% au shoot en général. Et ça, pour moi, pour un lieutenant de luxe, c'est pour moi, voilà, pour moi c'est faible quoi. J'ai pas envie de sortir des grands mots, des gros mots, mais je trouve que c'est faible. Et en fait, Kyrie il peut pas se permettre de tourner à Boston à 14 points. Après, globalement, il a tourné à 19,8 points et pour moi, c'est peu. Pour moi, Kyrie, il devait suppléer Luka Doncic et une fois qu'il le supplée, il va donner le ton et permettre aux role-players tels que P.J. Washington, Derek Jones Jr. et tout ça de se libérer et de pouvoir mettre leur panier, comme ce fut le cas pendant les 3 tours précédents. Pour moi, il y a ça. Pour moi, il y a ça. Et le deuxième problème pour Dallas, on va en parler un peu, c'est Luka. Pour moi, Luka a été le meilleur joueur globalement de la série, mais pour moi, Luka doit se faire violence. C'est ça qu'on dit, non? Il doit se faire violence. Ça veut dire qu'en défense, il doit se faire violence. Comme Michael Jordan l'a dit, il a dit, comment il l'a dit encore? Offense wins regular season game, but defense wins titles. En gros, jouer en attaque là, tout ça, ça gagne des matchs en saison régulière. Mais par contre, pour gagner des titres, il faut défendre. Et Luka, le Game 1, il a défendu, mais tout le reste de la série, Luka, il n'a pas défendu. Peut-être le Game 4, mais le Game 4, c'était facile à défendre parce qu'ils étaient tellement adroits, Boston tellement maladroit que c'était facile, quoi. Pour moi, Luka, il doit se faire violence, de 1. De 2, pour moi, Luka, il doit essayer de pas jouer avec le public, de pas jouer avec les arbitres, les refs, tout ça. Essayer de se concentrer dans son jeu. Et pour moi, s'il fait ça, il pourra amener son équipe à un autre palier. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la NBA, hein, top 3 meilleurs joueurs de la NBA ou top 4, sans discussion. Mais pour gagner des titres, pour gagner des titres... Moi, je pense, pour en ajouter une couche, voilà, et essayer d'analyser un peu l'apport ou l'impact de Luka. En attaque, rien à dire, il est impactant, ça personne n'en disconvient, c'est un talent naturel, c'est un talent pur, c'est quelqu'un qui est identifié comme ça, qui est référencé depuis son plus bas âge, voilà, depuis son jeune âge. Mais quand on le regarde jouer, avec son sourire, tout ça là, il a des fois il paraît assez flegmatique. Il donne l'impression de quelqu'un qui n'a pas très faim. Alors qu'un grand joueur qui veut gagner des titres, ça doit transparaître dans son jeu, dans son visage, dans sa dégaine, dans sa posture, dans son attitude. Et l'attitude globale de Luka, le fait de trop parler aux arbitres, le fait de répondre des fois à des spectateurs de par-ci, par-là, je trouve que bien que ça, même si ça n'impacte pas trop son jeu en attaque, mais ça le perturbe un peu, ça le disperse. Un joueur comme Luka, il doit montrer qu'il a faim. Et quand tu le regardes jouer, tu dois sentir qu'il a faim. Il doit, soit même quand il marque beaucoup, que ses coéquipiers sont un peu à la peine, il doit les remonter le moral, voilà, les motiver, jouer un effet entraînant sur son équipe. Montrer que voilà, d'abord c'est un joueur majeur, mais c'est le coach player. Voilà, je vous amène en terre promise. Mais on ne le sent pas, il n'a pas cette attitude-là. Et Kyrie aussi, c'est pas un leader naturel. C'est pas quelqu'un qui va prendre carrément le lead. Il peut le faire dans les conférences de presse, mais sur le terrain, des fois, il va mettre, s'ils ont des problèmes de mettre des paniers, il va te mettre quelques paniers difficiles. Mais sauf que quelques paniers difficiles, c'est pas avec ça qu'on survit en finale. En finale, tout le monde doit être au tempo. S'il y a 2 ou 3 maillons faibles, on fait en sorte de les remotiver, de les booster, voilà, pour que sur les minutes qui viennent, ils soient d'un apport, que ce soit défensif ou offensif. Et c'est ça pour moi qui a vraiment manqué à Dallas. Leurs autres joueurs, au moment où ils n'ont pas eu l'apport qu'il fallait, je n'ai pas vraiment senti que les 2 joueurs majeurs, voilà, ils ont essayé de les mettre dans le bain. Même il y a un match où on analysait, on parlait de faire des systèmes, même si c'est sur 2-3 minutes, pour avoir beaucoup de alley-oop sur Gafford, sur Lively, parce que il y a que comme ça qu'ils peuvent jouer.
Mais à un moment donné, Lucas a beaucoup croqué. Et quand il n'était pas sur le terrain, Kairi a eu du mal, des fois de la peine à les associer, les deux intérieurs, ou à trouver une façon de les amener à marquer quelques paniers. Donc, globalement, c'est ça, quoi, moi, c'est ce que je trouve. Il faut que Lucas, vraiment, comme tu l'as dit, voilà, soit il diminue son poids pour ne pas, pour que le cardio lui permette de rester un peu plus longtemps sur le terrain et de pouvoir courir. Parce que même des fois, c'est perte de balle. C'est parce qu'il veut ralentir le jeu pour pouvoir jouer que des fois, on lui prend le ballon très facilement dans les mains. Oui, ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Je pense qu'il doit bosser un peu sur son physique, perdre un peu de poids, comme l'a fait Nikola Jokic là, quelques années plus tôt à un moment donné, quoi. Mais bon, n'empêche, malgré tout ça, pour moi, Luka, c'est le meilleur joueur de la série, statistiquement. Après, ce qu'on dit là, c'est pas pour dire que Luka, nanani nanana, mais c'est juste que on l'aime tellement bien qu'on a envie qu'il trouve des moyens de gagner le titre dans le futur, quoi. Mais donc du coup c'est ça, globalement Dallas c'est ça. Enfin, j'ai lu un article sur les finales là aux US. Il disait que en fait c'est deux configurations différentes. Il y a une équipe Dallas qui a deux joueurs majeurs qui sont capables de porter l'équipe et gagner. Et d'un autre côté, il y a Boston où globalement il y a un duo dominant, mais derrière en fait, l'écart de niveau n'est pas très très grand et que les autres joueurs, tels que Drew Holiday qui a déjà été champion, qui a tourné à des saisons à 20 points, les White, d'expérience, les Porzingis qui tournaient à Washington à plus de 20 points et tout ça. White Donc, qui a été aux Spurs, l'expérience, voilà. Team USA. Voilà, tout ça. Al Horford, à son époque à Atlanta, ils ont même terminé premier en saison régulière devant les Cavs, voilà, tout ça. Voilà, donc il y a deux sortes de configurations. Une équipe portée par deux joueurs et une autre équipe portée par deux joueurs et après deux solistes. Deux solistes, voilà. Et là-bas, une équipe assez complémentaire et où le danger peut venir de partout. Je pense que et donc du coup, de l'autre côté, leur collectif leur a fait gagner, alors que de l'autre côté, les deux joueurs majeurs n'ont pas vraiment apporté ce qu'on attendait d'eux. Doncic quand même un peu beaucoup, Kyrie un peu moins. Maintenant, on va essayer de parler de Boston. Je t'ai demandé tantôt qu'est-ce qui a fait perdre Dallas. Maintenant, j'ai envie de te demander quels sont les facteurs clés de succès de Boston. Hein. Ça, c'est clair, on ne va même pas chipoter, c'est la défense. Boston est l'une des meilleures équipes défensives de la Ligue. Et en attaque aussi, ils peuvent donner du fil à retordre à n'importe quelle équipe de la NBA. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont terminé premiers. En termes de bilan, ils sont même premiers. Non seulement premiers à l'Est, mais ils sont premiers de toute la NBA en termes de bilan. Donc, c'est une équipe qui est configurée, qui a des certitudes, qui depuis quelques années, bon, à part quelques pièces ramenées, comme un joueur comme Drew qui est référencé, et c'est à peu près pareil. Ils ont perdu Smart, ils récupèrent Drew, ils ne perdent rien au change. Donc, pour moi, ils ont fait des moves. Ensuite, ils sont stables, quoi. Ils ont perdu aussi Robert Williams 3. Robert Williams 3, mais ils ont pris Porzingis. Ça dit, ils ne perdent pas au change. Ensuite, ça dit que pour moi, là, il y a eu les Warriors qui ont inventé une façon de jouer small ball avec une certaine efficacité. Moi, je pense que Boston peut matcher cette façon de jouer que nous a donné à voir les Warriors sur quelques années, mais presque de façon beaucoup plus améliorée et beaucoup plus intense en défense. Parce que pour battre Boston sur les 10 premières secondes ou bien les 7 premières secondes d'une attaque placée, c'est extrêmement difficile. Chaque fois presque, tu peux faire 3 ou 4 attaques, ils vont t'obliger à prendre un tir de loin. Et ça, pour moi, c'est un atout majeur. C'est-à-dire qu'une équipe qui arrive à faire ça, c'est-à-dire c'est du pain béni pour un coach. C'est-à-dire le coach, il peut regarder le match sur le banc tranquille. Parce qu'il sait que tu peux battre son équipe sur 2 ou 3 attaques, mais globalement, sur 3 attaques sur 10, ils vont te mettre à défaut. Et donc, voilà. Sur 7 attaques sur 10, ils vont te mettre à défaut. Donc, voilà. C'est ça, quoi. L'atout majeur, c'est la défense. Et l'apport
sur les deux côtés du terrain des autres joueurs, des role players, que ce soit White, que ce soit Hauser quand il entre, qui peut te planter 2-3 points successifs, que ce soit Pritchard. Ça dit, les joueurs, ils jouent les yeux dans les yeux, même si c'est 2-3 minutes qu'on leur offre, ils les bonifient et ils les fructifient. Et vraiment, c'est ça, quoi. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Donc il y a la défense, il y a l'apport des role players et aussi il y a le fait que les deux joueurs locomotives là, Brown et Tatum, les deux franchise players, au fait, n'ont pas de problème d'ego. Parce que j'ai vu plusieurs fois Tatum prendre le ballon, le donner à Brown, et prendre le ballon, le donner à Drew Holiday, lui dit allez joue, prendre le ballon, le donner à White. Et j'ai jamais vu, par exemple, White prendre un 3 points de raté et voir Tatum ou Brown grimacer. Moi, à Dallas, je l'ai vu. J'ai vu, par exemple, un PJ Washington, un Derek Jones Jr. balancer un airball et voir Luka venir grimacer, lui mettre la pression. Alors que de l'autre côté, ils sont zen, quoi. Les épaules, voilà. L'air abattu là. Voilà, l'air abattu. Alors que de l'autre côté. Ça plombe le moral de son équipe. Ça lui fait perdre la confiance. Voilà. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, le fait que voilà, il ne booste pas leurs coéquipiers, il ne les amène pas à avoir un peu plus de confiance. Voilà. Bon, moi il y a ça, mais en défense, moi je pense que c'est le fait que... On ne doit pas oublier, pardon, mais on ne doit pas oublier aussi, vraiment, il y a une analyse individuelle à faire sur Tatum. Déjà son leadership, mais aussi la façon dont il a traversé et joué ses finales. On va y revenir. Okay, on va y revenir, c'est bon. prévu. Donc je disais que, il y a aussi leur défense, leur polyvalence en défense, là où tout le monde peut switcher sur tout le monde. Tout le monde peut switcher sur tout le monde. Et tout le monde switch. Tout le monde switch. Tatum, il peut défendre sur Doncic, Tatum, White, Drew. Tout le monde peut switcher sur tout le monde. Et moi, je pense que ça, c'est un atout considérable et à noter. Maintenant, on va revenir sur comment on appelle ça encore, sur les deux stars de Boston, Brown et Tatum. Bon, du point de vue extérieur, on essaie de dire qu'il y a une bataille d'ego entre les deux. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais senti sur le terrain. À l'extérieur, tout le monde en parle. Moi, d'un point de vue personnel, sur le parquet, j'ai jamais vu genre Tatum et Brown avoir un problème d'ego. Et voilà. Maintenant, que penses-tu des finales de Tatum et de Brown? Et après, tu me dis ton avis sur le MVP des finales décerné à Jaylen Brown, malgré que le fait que Tatum est de plus statistiquement qu'il soit au devant. Non, en fait, c'est vrai que on a essayé de les opposer. À un moment donné, on a pensé que les deux ne pouvaient pas le faire. C'est-à-dire que comme Boston était attendu, Boston était configuré, avait fait des moves, des recrutements pour enfin ramener le 18e titre. On a pensé à un moment que ça ne pouvait pas le faire les deux, qu'il fallait peut-être se séparer d'un des joueurs majeurs. Mais là, finalement, au vu des nombres de finales jouées, le fait que maintenant c'est validé et couronné, tout ce travail validé et couronné par ce titre, on peut plus trouver à redire, quoi, en fait. Et comme tu l'as dit, on n'a jamais vu de déclaration qui allait au-delà du nécessaire. On n'a jamais vu vraiment de bif extérieur pour montrer que certes, un des deux essaie de tirer la couverture à lui, montrer que j'étais ça. Quand on a critiqué Tatum, il a répondu, mais il n'a pas essayé de minimiser. Il n'a jamais essayé de minimiser Brown ou bien de montrer que Brown, bon, il a juste dit que moi, je sais de quoi je suis capable, je sais que je suis un bon joueur, mais il n'a jamais essayé de minimiser l'autre. Et chaque fois, Brown, même quand il explosait tout, voilà, que les gens commençaient à lui reconnaître sa vraie valeur, il n'a jamais essayé de montrer que maintenant je prends le leadership, je suis au même niveau que Tatum, etc. Non, ils ont tous été complémentaires. Et pour revenir pour analyser sur Tatum, il a traversé finalement. Moi, j'ai bien aimé comment il a joué. Même quand il avait des pannes d'adresse, il a joué autrement, il a essayé d'impacter autrement. Il a terminé, je pense, à
à une moyenne de je ne sais combien de passes. Est-ce qu'il n'est pas le meilleur passeur de Boston sur la finale? Bon, pour faire Meilleur rebondeur. Tatum, de tous les playoffs, c'est le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur et le meilleur passeur de Boston. En moyenne, dans tous les playoffs. Et en finale, c'est le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur et le meilleur passeur. Il a rejoint le clan des LeBron, Hakeem Olajuwon. Non, pas Kobe. Larry Bird. Il y a Magic Johnson. Voilà, Magic Johnson aussi. Donc, les stats de Tatum dans les finales, c'est 22 points, 7 rebonds, 7,8 rebonds, 7,2 assists. Brown, c'est 20 points, 5 rebonds et 5 assists. Alors, tu me parles de... Peux-tu me donner ton avis sur le fait qu'on ait donné le MVP des finales à Brown? C'est mérité ou pas? Non, c'est mérité. Parce que quand Boston était un peu à la peine, quand Boston était poussé dans ses retranchements, c'est Brown qui est sorti du lot. Et donc, sur 3 ou 4 matchs, c'est lui qui permet peut-être à Boston d'engranger les 3 premières victoires. Et globalement, même si globalement après coup, quand on prend les statistiques globaux, donc global, Tatum vient en tête, mais quand c'était important, quand Boston était poussé dans ses retranchements, était un peu à la peine, c'est Brown qui a sorti de l'eau, qui a fait des actions d'éclat, des paniers décisifs, etc. et qui a donné le tempo. Bon. Et donc pour moi c'est mérité c'est mérité. Bon, moi aussi c'est mérité parce que le game 3 quand Dallas, je pense le score du game 3 c'est 105-98. Quand Dallas revient, c'est lui qui met le fadeaway là, ou bien le shoot, le pull-up jump shot à 2 mètres là, à 3 mètres 54 mètres sur, j'ai même oublié qui, pour donner 5 points d'avance. Après, derrière, il y a Luka qui rate son 3 points ou Kyrie, après le match était fini. Le game 1 aussi, c'est lui, comme tu as dit, qui a donné le tempo dans les moments chauds, c'est lui qui a mis le panier et tout, enfin voilà. Et pour te donner le détail des votes sur les 11 votants, parce qu'il y a beaucoup qui disent que ouais, il aurait pu y avoir un co-MVP, mais c'est impossible parce qu'il y a 11 votants, il y a forcément quelqu'un qui aura plus de votes. Non, c'est possible. Parce que imagine-toi, on donne à Drew Holiday genre un vote, après les autres peuvent avoir 5-5, voilà. Mais là, Drew n'a pas eu de vote. Tatum a eu 4 voix et Jaylen Brown, voilà, 7 plus 4, ça fait 11. Donc, voilà, mais j'aimerais bien que tu me parles de Drew, parce que toi, tu es un fan de Drew, toi. Fais-moi un peu les erreurs de Drew, parce que dans ces finales, Drew, s'il avait fait un autre très bon match, il aurait pu rentrer dans la discussion. Hein. Parce que le Game 2, je pense, ou le Game 3, il met 26 points. Hein. Non, il a fait une pointe à 30. Non, 26. Ah bon? Non, il n'a jamais mis 30, 26. Jamais 30 points. Non, il y a un seul joueur il y a que Brown qui a eu 30 points. Après, Tatum a eu 30 et 31, je pense. Voilà, parle-moi un peu de Drew, c'est ton gars, lui. Non, Drew, je l'aime parce que c'est un joueur qui t'apporte des deux côtés du terrain. Et c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il est facile à coacher. Dès qu'il vient dans une équipe, son intégration se fait facilement. C'est vraiment un bon gars, quoi. Et c'est pas pour rien que Team USA, on l'a pris à Team USA, malgré le fait que certains ont trouvé à redire pour dire est-ce que Drew a vraiment sa place, etc. Mais c'est mal connaître le basket, quoi. Drew c'est un joueur majeur, un joueur d'expérience. Et vraiment, c'est un vrai bowler, quoi. Voilà. Non, c'est un vrai bowler. Hein. Il a fait All-NBA First Team, je pense. All-NBA Second Defensive Team. Il a été All-Star quand il était Quand il vient dans une équipe, on sent sa différence. Quand il est allé à Milwaukee a pris le titre et il a été d'un rôle majeur. Il vient à Boston sa première année. Boston prend son 18e titre. Il est impactant. Donc, on ne peut pas trouver à redire. Voilà, c'est ça. Première année à Milwaukee, il gagne le titre. Première année à Boston, il gagne le titre. Mais voilà, c'est ça. Donc, Drew Holiday, comme tu as dit, c'est un big bowler, un grand basketteur, un défenseur. Et dans son tableau de chasse, il y a Chris Paul, hein? Il y a Damian Lillard. Je me rappelle quand il était à Pelicans là, mais il avait bouffé Damian Lillard. Il y a qui? Il y a Kyrie Irving. Bon, donc ça veut dire que le gars, il a bouffé 3 des meilleurs meneurs de la NBA, hein?
Et même ton gars de Phoenix, là, lors des trucs, lors des finales. Mon gars, qui ça? Quand Devin Booker, il a fatigué. Quand il a défendu sur lui par séquence, lors de la finale. Ouais, mais Devin Booker, mon gars, quand même, il a fait des pointes à 40, 42 points. Il a tourné à 60% au shoot. Il a plus fatigué quand même CP3. Bon, c'est vrai qu'il a volé le ballon, je pense, à Booker ou à CP3. J'ai oublié. On va en reparler un peu. Maintenant, il faut parler de Porzingis. Hein. Et Porzingis, Boston n'a perdu aucun match quand Porzingis a joué. Game 1, Game 2 et Game 3 et Game 5. Il n'y a que le Game 4, quand il n'a pas joué, ils ont perdu. Ou bien il a joué le Game 3, non? Non, je pense qu'il a joué. Il a joué. Non, il a joué. Le Game 3, il a joué. Non, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il ait joué le Game 3. Si, il a joué 3 matchs. C'est le 4e match qu'il n'a pas joué et le 5e. Il a joué que les 2 derniers matchs, je pense. Ouais, après, on vérifie. Je pense qu'il n'a pas joué. Non, il n'a pas joué le Game 3 parce que c'est Al Horford qui a démarré. Non, Al Horford a démarré alors qu'il était là, je pense. Ah oui, c'est vrai. Il était là, mais il était sur le banc, mais il n'est pas rentré. Non, tu as raison. Il est rentré quelques minutes, mais après, il n'a pas joué beaucoup de minutes sur ce match. Ah oui, tu as raison. Non, c'est le Game 4, il était en tenue, il n'a pas joué. Bon, il faudrait me parler de Porzingis parce que le laiton là, tout le monde disait qu'il était mou. Moi-même, je vais être honnête. Lors de son transfert, on peut aller voir sur ma page, j'étais sceptique. Parce que, je me disais que c'est un injury prone. Qu'est-ce qu'il va apporter? Non, parce que... Il est sujet aux blessures. Voilà, sujet aux blessures et tout ça. Fragile. Et moi, je me disais, qu'est-ce qu'il allait apporter de plus que, comment on appelle ça encore, que Robert Williams III. Voilà, parce que Robert Williams III, quand même, défensivement, il était là. Robert Williams III, il était un joueur un peu comme les Lively, les Gafford. Et il tourne à 80% au shoot. Défensivement, il est là, il est athlétique. Son problème, c'est qu'après un moment donné, il se blessait beaucoup. Après, je me demandais... Ces dernières années qu'il s'est blessé, il n'est jamais revenu vraiment pour jouer plusieurs matchs. Depuis ces dernières années, je pense qu'il n'a même pas joué 30 ou 40 matchs sur les 2 saisons, je pense. Oui. Donc, il est resté longtemps blessé et donc, on n'a pas pu le récupérer. Et donc, c'est vraiment heureux qu'ils aient pu acquérir Porzingis. Et surtout que Porzingis, non seulement il peut mettre à 3 points, mais à 2 points, il est terrible. Il est terrible sur mid-range. Non, mid-range même, il est pas terrible, il est létal. Voilà. Donc, c'est l'un des meilleurs joueurs sur le mid-range. Hein. L'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs grands post 4 sur le mid-range. Donc, voilà quoi. Parce que pour défendre sur lui, une fois qu'il fait son move, il se retourne, il est en face. Et lui, quand il shoot... Il shoot de haut. Mais le problème, c'est pas qu'il shoot de haut. Le problème, c'est qu'il prend le ballon bas. Et il le lève pour shooter de haut. Quand tu le parce que quand tu interviens, il y a faute. Et quand il shoot, et en général... Quand il shoot de haut, c'est-à-dire que même quand c'est les grands qui défendent sur lui, il peut sortir le shoot. Ouais. C'est-à-dire que c'est difficile de contester son shoot, des fois. Voilà, donc du coup, c'est ça. Maintenant, on peut parler de qui d'autre? Maintenant, il faut me parler de Mazzulla. Mazzulla, beaucoup critiqué. Exactement. Ouais, est-ce qu'il peut porter Boston? Est-ce qu'il peut amener Boston jusqu'à ce que les Verts gagnent le titre et tout ça là? Enfin, on dirait qu'il n'avait pas trop de personnalité, qu'il n'arrivait pas à driver l'équipe. Finalement, il a gagné sans aucun problème. Hein. Il a géré les joueurs. En plus, les joueurs, ils l'aiment bien. Hein. J'ai entendu Tatum Brown durant toute la saison. Ils ont fait que l'encourager, que le soutenir en disant que c'était un bon coach et tout. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Mazzulla? Qu'est-ce que tu as pensé du run de la campagne de playoff de Mazzulla? Mazzulla, déjà l'année dernière, les critiques avaient un peu fusé parce qu'on a essayé de voir qu'est-ce qui faisait que les attentes sur Boston n'ont pas été satisfaites. Et peut-être on s'est dit que c'est peut-être que le coach était inexpérimenté, qu'il était jeune. Et donc, il y avait ce scepticisme sur ses qualités, sa science, l'ont suivi jusque sur cette année. Sauf que, si on analyse l'année, Boston termine bien l'année en étant premier sur la saison régulière. Mais les vraies attentes, c'était en playoff. OK, la saison régulière, c'est fait. Boston, sur ces 4 dernières années, ils sont réguliers. Maintenant, on va voir ce qu'il a dans le ventre quand il faudra faire face aux autres équipes.
Donc, ce scepticisme a commencé et c'était le même scepticisme dont tu as fait l'objet Taïlou quand on lui a donné l'équipe c'était au Cavs. Ouais, les Cavs, ouais. Donc, un coach qui n'a jamais été voilà, head coach déjà. Lui. Bon, en NBA. En NBA, oui. Ouais. Voilà. Donc, quand il est venu, le gars il est venu sur la pointe des pieds. Il a mis les choses en place. Déjà, la transition entre lui et puis Udoka, ça s'est bien passé parce qu'il a maintenu l'équipe à flot. Mais en playoff, le gars, malgré en dépit du fait qu'ils ont affronté des Cavs un peu diminués parce que le joueur majeur n'a pas fait tous les matchs. Il y en a aussi qui était la hype du moment. Ils ont croqué. Donc, les gars, et puis même sur certaines séquences où Boston a été un peu malmené, le gars, il a toujours gardé son calme. Même lors du blowout du 4e match, en conférence de presse, le gars était zen, il a dit, mais il ne faut pas penser que Dallas, on pouvait venir. Et puis voilà, ils ont aussi leur orgueil. Et puis ils pouvaient pas, on les a laminés chez nous. S'ils gagnent un match chez eux, c'est normal. Parce que aussi, c'est de bons joueurs qui sont là-bas, etc. Il a dit, nous, on va pas changer notre plan. On va continuer à jouer comme ça. Et nous, on va essayer de terminer le job à la maison. Et ça a été fait. Ouais. Donc, il faut lui donner du crédit. Il faut lui donner du crédit. Maintenant, il faut donner du crédit aussi à Danny Ainge d'abord. L'ancien GM de Boston, on se rappelle, on l'appelait comment? On l'appelait Danny First Pick, je sais pas comment on dit ça encore. Il aimait bien les picks. À l'époque là, il essayait pas de gagner le titre. Il faisait que bazarder tout le monde pour aller chercher des picks. En 2013, je pense qu'il a envoyé. Avant 2013, c'est lui qui met en place l'équipe de 2 minutes à Boston qui gagne. Ouais, mais bon, moi. Là, il avait pris les joueurs confirmés. Voilà, là il a pris des confirmés. Non, moi je parle. Après, il a aussi battu, je pense, à Phoenix aussi. Non, mais avant Phoenix, en 2013, c'est lui qui envoie Kevin Garnett, Paul Pierce. Et je sais pas qui d'autre là-bas aux Nets, à Brooklyn Nets, il a récupéré beaucoup de picks. Ce sont les picks là qui lui ont permis des années plus tard pour drafter Brown en 2016 à la 3e position, drafter Tatum en 2017 à la 3e position. Et voilà, c'est ça. Brad Stevens aussi, il faudrait qu'on lui donne vraiment des big up. Il est passé du coach à GM. Non, à président. Président carrément. Ou bien c'est le GM. Ouais, c'est GM. Il a fait, voilà. Il a beaucoup soutenu d'abord Joe Mazzulla. Donc, il venait des fois aux entraînements. Et donc, quand on gagne, donc, la contribution de tout le monde compte. Quoi. Voilà, compte. Quoi, voilà. Ouais, mais Stevens, moi, là où je le loue plus, c'est que il a eu quand même les cojones de prendre Marcus Smart et de l'échanger contre Drew Holiday. Et de confirmer aussi Joe Mazzulla parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné. Parce qu'il était intérimaire, il a confirmé. Ouais. Ça, pour une équipe qui joue le titre, ça, il fallait le faire. Ouais, c'est pas gagné. Il a 36 ans, je pense, Mazzulla. Ouais, il est très jeune. Il est moins âgé qu'Al Horford. Voilà. Alors, il faudrait qu'on parle d'Al Horford aussi. Bon, je vais continuer sur Brad Stevens. Marcus Smart, qui était vraiment le leader vocal de l'équipe à Boston. Voilà, il était bon en défense et tout. Quand il est parti, il y a beaucoup de fans de Boston qui ont râlé et tout. Ça, faut shout-out à lui. Mais l'autre shout-out, c'est d'avoir fait venir aussi Porzingis. C'est lui aussi qui a fait venir Porzingis. Donc, shout-out. Mais on va parler de Al Horford. Al Horford, il était le 2e joueur à avoir disputé le plus de matchs en playoff sans gagner le titre. Sans être couronné. Derrière, The Mailman. Mailman. Mais faudrait. Mailman, il a suivi la loi de His Airness. La loi de His Airness. He's almighty. Almighty, hein? Lui, c'est un grand fan de Michael Jordan. Mais il faudrait qu'après, on parle un peu des anciens, là. Il n'y a pas de souci, on fera focus sur les anciens. Donc, Mailman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Karl Malone, hein? Pendant longtemps, il a été le 2e meilleur marqueur de la NBA derrière Karim Abdul-Jabbar. On l'appelle le mailman. Donc, comment on dit ça encore en français? C'est le facteur. Voilà. Avec John Stockton là, pick and roll, on lui donne, pick and pop, il met des shoots. Ah, il était élégant. Jeff Hornacek. Ouais, Jeff Hornacek. Poste 2, non? Poste 3. Celui qui lançait le lancer franc en se nettoyant le visage. Oui, c'est vrai. La peau.
Voilà, c'est vrai. Donc, Al Horford finalement couronné à Boston. Et Al Horford, le Game 5, ça se voyait qu'il voulait gagner le titre. Ça se voyait qu'il voulait gagner le titre. Bataille au rebond. Ouais, il en avait besoin. Il se battait au rebond. Il a mis quelques shoots. La défense, il faisait des fautes. Il était très vocal lors des temps morts. Voilà. Très vocal. Il était là à remobiliser les troupes, à donner ses petites consignes. Très, très vocal lors des temps morts. Non, moi, vraiment, vraiment, nous, on lui souhaitait aussi. Parce Voilà. que vraiment, pour couronner sa carrière, surtout dans le temps d'Atlanta où ils ont fait des finales, quand ils ont terminé, je pense, number one de la conf, tout ça. Non, à l'époque, c'était... En mettant même, je pense que c'était l'une des rares fois où on a eu 4 joueurs d'une même équipe en All-Star, je pense qui sont devenus All-Star. Il y avait Al Horford. Joe Johnson. Il y avait Joe Johnson. Il y avait le shooter fou là. Kyle Korver. Non. Kyle, il a été Si, All-Star. une fois. C'était le quatrième. Je me rappelle Boston 2008, ils avaient eu 3 ou 4 All-Stars. Paul Pierce, Rajon Rondo, Kevin Garnett et Ray Allen. C'était en 2010, 2011, en 2012, un truc de ce genre. Ouais, l'équipe là, elle était belle, hein. Joe Johnson, Joe Smith, tout ça, Atlanta. Josh Smith. Ouais, Josh Smith. C'était lui, comment on l'appelait encore? De Smooth, un truc de ce genre. Opérateur, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'on l'appelait de Smooth, mais moi, je voudrais j'aurais aimé qu'on appelle Joe Johnson de Smooth, parce que lui, il était beau à avoir joué. Ah, Joe Johnson. Donc voilà, moi, je suis content pour Boston, hein. Parce que comme tu l'as dit, on l'a dit dans le preview, à l'instar de Manchester City, toi tu avais dit que non, il y a des équipes. Parce que en 7 ans là, le duo Tatum Brown, 7 ans, ils ont fait 2 finales NBA et 2 finales NBA et 5 finales de conférence. Globalement. Voilà, quand même, quand une équipe, ça veut dire que c'est une équipe Si très... ce travail n'est pas payé, bon, il y a une petite injustice quelque part, quoi. Voilà. Maintenant, on a beaucoup parlé, là ça fait 37 minutes. Maintenant, j'ai envie de te demander, on va aller très rapidement sur ces 2 questions. Quel est pour toi l'avenir de Dallas et quel est pour toi l'avenir de Boston? Penses-tu que Dallas, ils vont s'appuyer sur ce qu'ils ont fait cette année, ils vont s'appuyer dessus pour aller encore faire un bond en avant et aller l'année prochaine pour gagner le titre ou bien au moins aller en finale? Et penses-tu que Boston va encore faire le back-to-back et dominer encore l'Est? Pour Dallas, c'est simple. Pour moi, Dallas, il leur faut un move. Il faut à Dallas un arrière solide. Soit ils font un move, ils font un trade, soit s'ils arrivent à prendre un bon rookie au poste d'arrière, poste 2 ou un poste 3 qui est vraiment fiable. Pour moi, avec ça, ils peuvent survivre. Donc c'est ça. Ensuite, il y a pour Boston. Ensuite, il y a l'équation Kyrie. Bon, je pense qu'il lui reste quand même il a été signé 3 ans. Voilà, une année à tirer. Non, 2 ans. 2 années à tirer. Ouais. Donc ça va, ça crée un peu de stabilité. Le coach aussi, il lui reste quelques années à tirer. Il est là pour le moment. Donc pour moi, globalement, c'est ça. Il leur faut pour moi un bon arrêt ou un poste fiable qui est assez fiable à 3 points. Et il faut que, comme on l'a déjà dit, que Doncic montre qu'il a vraiment faim, qu'il diminue son poids, et essaie de gagner en cardio. Comme ça, il pourra jouer valablement. Comme le LeBron James, même avec 38 ans, il peut rester presque 40 minutes sur le terrain. Donc, puisqu'il marque beaucoup, il est un joueur impactant, il faut qu'il reste beaucoup de minutes sur le terrain. Et donc, pour ça, pour moi, il faut qu'il ait le physique qui va avec. Donc, c'est ça, quoi, pour moi. Et concernant Boston, surtout qu'à l'Ouest, ça va devenir très difficile. Les équipes sont rajeunies, elles vont devenir de plus en plus fortes, et la concurrence va être rude. Donc, si Dallas veut survivre à l'Ouest, s'il n'y a pas de blessures, de blessés, etc., pour revenir très haut en fin de saison l'année prochaine, il va falloir cravacher. Donc, quoi, on avait parlé de quoi encore? Boston. Ouais. Pour Boston, bon, ils sont assis sur leur certitude. Ils ont leur stabilité qui fait leur atout depuis quelques années. Ils vont faire une ou 2 retouches. S'ils arrivent à garder Porzingis en bonne santé, au moins pour toute la saison régulière et un peu en playoff, ce sera déjà ça.
pour moi. Et puis, de toute façon, ils auront une ou deux recrues. Mais peut-être que Al Horford vieillissant, moi, je pense qu'il gagnerait à trouver un big man qui ait un peu de basket, quoi. Pour que, des fois, ils puissent reposer les autres. Et puis, sinon, quand ils font face à une certaine adversité, qu'ils puissent mettre le ballon à l'intérieur et que lui, il puisse jouer sur quelques minutes. Que le joueur ne repose pas majoritairement sur les deux arrières, quoi. Ok, d'accord. En tout cas, moi, pour un Boston, il n'y a pas trop de problème. Bon, le back-to-back, depuis les Warriors 2017-2018, il y a aucune équipe qui a fait le back-to-back. Même Adam Silver l'a rappelé quand il remettait le Larry O'Brien trophée au jour à Boston. Parce que 2019, c'est Toronto, 2020, c'est les Lakers, 2021, Bucks, 2022, Warriors, 2023, Nuggets, et là, 2024, Boston. Mais je pense que s'il y a une équipe qui peut faire le back-to-back, on peut dire que c'est un peu Boston. Tu sais pourquoi? Parce que Boston, quoi qu'on dise, leurs deux joueurs majeurs, ce sont des joueurs qui ne se blessent pas beaucoup. Ils ne se blessent pas, hein? Ils ne se blessent pas beaucoup. Ils font le travail nécessaire pour rester en forme. Non, et en plus, ils rentrent dans leur prime. Souvent, en NBA, on dit que pour rentrer dans ton prime, c'est aux alentours de 27, 28, 29, 30 ans. Eux, ils rentrent dans leur prime, là. Parce que, imagine-toi, Jaylen Brown, il essaie d'affûter son jeu de passe. Et en plus, il gomme son jeu, sa main gauche, un peu son dribble et son lancer franc. Mais il va devenir dominant. Tatum aussi, il peut bosser sur autre chose. Et eux, ils ne se blessent pas. Et en NBA, en playoff, si tes joueurs majeurs... Les joueurs ont subi le moins de blessures. Tu prends Karl Malone, Michael Jordan, ils n'ont pas été très, très blessés. Kobe aussi. Kobe Bryant, tout ça. Voilà. C'est pour cela qu'ils ont pu dominer pendant longtemps, pour avoir de l'impact. Voilà. Si tu te blesses, Par exemple, regarde à l'Est. Ali Burton s'est blessé, Brunson s'est blessé, Giannis Antetokounmpo s'est blessé, Spider s'est blessé, Donovan Mitchell, Damian Lillard aussi, à un moment donné, il a été blessé toute la saison régulière, il a raté des matchs, donc du coup, sa connexion avec Giannis ne s'est pas trop bien. Lui et Giannis sont blessés. Voilà, c'est compliqué. À l'Ouest, c'est vrai que Jokic ne s'est pas beaucoup blessé, mais Jamal Murray n'était pas trop en forme, Jamal Murray s'est blessé, donc Boston, ils ont ça. Et même si les autres joueurs ne sont pas blessés, Boston a un avantage de taille sur les autres équipes. Maintenant, on va essayer de voir comment Milwaukee, la deuxième saison, entre Damian Lillard et Giannis, ce que ça va donner. On va essayer de voir ce que Philadelphie va faire, parce que Philadelphie, ils sont en train de lorgner un peu Paul George, mais on va en reparler. Moi, je pense que Boston a un avenir radieux. Et s'il y a une équipe qui peut faire le back-to-back, pour moi, c'est Boston. Ils ont des atouts vraiment pour faire le back-to-back. Ils ont des atouts pour le faire. Mais après, mon problème, c'est que ça dépendra de... S'ils arrivent à revenir fort, à terminer à l'Est, à aller en conférence de finale, moi, je pense qu'ils peuvent valablement matcher toutes les équipes de l'Est. Le problème, c'est qui ils vont rencontrer à l'Ouest. Qui sera en face d'eux. C'est ça le souci. Parce que c'est ça qui va déterminer le fait de faire le back-to-back ou pas. Les équipes de l'Ouest peuvent devenir très très fortes, surtout s'ils n'ont pas de blessés. Les équipes de l'Ouest. Que ce soit Denver, que ce soit les Wolves qui se sont rajeunis. Les qui? Les Wolves. Les Timberwolves. Oui, les Timberwolves. Mais ça, ce sera l'objet de notre vidéo. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc Boston champion, Tatum et Brown champion, alors Ford champion, on est content pour eux. Dallas n'a pas démérité. Personne ne les attendait à ce stade de la compétition. Ils l'ont fait. Donc voilà, belle saison. On va essayer pendant l'été de faire d'autres. Vous parlez de la NBA des années 90, s'il le faut. Voilà, de la NBA des années 90. Sur ça, des joueurs dominants des années 90. Bon, on va en parler des années 2000 et de quelques anecdotes et tout ça. Et on va essayer aussi de parler peut-être un peu de la draft. Voilà, en plus, on va parler un peu de la saison régulière et des playoffs parce qu'on aura encore un peu plus de recul et tout ça. Voilà, un dernier mot?
Je fais une belle saison. Boston couronné. Bon, vivement une très belle saison 2024-2025. Voilà, merci beaucoup. Bon, j'ai oublié, Didier, c'est un fan des Spurs. Voilà, moi, les Bucks. Un irréductible des Spurs. Allez, la famille, bonne soirée.